Tout ce que vous allez voir est basé sur des faits réels. Ce jeune garçon n'aurait jamais dû répondre à ce message. Sofiane était un jeune adolescent âgé de 16 ans. Ça aurait pu être toi qui regarde cette vidéo. Il vivait dans la couronne parisienne chez son père. Il se décrit comme un ado normal. Il va en cours, il a une bonne moyenne et passe beaucoup de temps sur son téléphone. Il joue à des jeux vidéo, mais surtout, il va sur les réseaux sociaux. Et tu connais, Sofiane est du genre à beaucoup l'ouvrir. Quand il y a quelque chose qui le dérange, il ne se laisse pas faire. Dans son thread réel, il explique qu'il aime beaucoup traîner sur Twitter et participer aux débats en tout genre. Il se fond donc dans la masse, mais il n'a pas beaucoup d'abonnés. Mais tout a commencé lorsqu'un soir, un compte étrange lui a envoyé un message. Et je suppose que t'as la ref, mais en ce moment, il y a plein de comptes spam partout, tu vois, des comptes un petit peu chelous qui t'envoient des messages du style « Hey, tu veux voir ma grosse... » Enfin voilà, t'as compris. En général, Sofiane bloque ces gens ou juste les ignore. Mais un jour, un message va attirer son attention. Ça provenait d'un certain Jérémy 0408PC. C'est le nom du mec. Et sur ce message-là, il y avait littéralement les coordonnées de Sofiane. Donc imagine une seconde, t'es là tranquillement en train de regarder ta série Netflix, quand soudain tu reçois un message d'un mec qui t'envoie tes propres coordonnées, genre ton adresse, où tu habites, etc. Mais Sofiane se dit que c'est certainement un spam et il décide de ne rien faire. Quelques secondes plus tard, il reçoit avec ça un message qui dit « Je sais où tu es, je sais qui tu es. Je viendrai et je vais te tuer. » Bien sûr, je pense qu'on le comprend tous, mais c'était beaucoup trop gros. Il se dit, ouais, c'est un mec qui me fait une blague, c'est trop drôle. Aucun psychopathe écrirait ce genre de message, genre c'est beaucoup trop cliché, on est d'accord. Alors, il va finir par bloquer ce compte, comme tous les autres. Et d'ailleurs, il va prendre la décision de ne pas en parler à ses parents, même s'il aurait dû le faire. Tu vas comprendre pourquoi. Quelques minutes plus tard, Sofiane reçoit exactement le même message provenant d'un autre compte. Encore une fois, il va prendre son téléphone, le bloquer et passer à autre chose. C'est là qu'il recevra un troisième message provenant encore d'un autre compte. Là, ça commence à faire beaucoup. Alors Sofiane décide d'en parler à son père. Et son père, évidemment, comme tous les pères, va s'énerver. Puis, ils vont faire quelque chose qui est très malin. Ils vont appeler la police. Et ça, croyez-moi, beaucoup de personnes et beaucoup d'entre vous n'auraient pas osé le faire. Une enquête va donc tout de suite être ouverte. Et après quelques jours, la police avait essayé de retrouver la trace de l'individu qui menaçait Sofiane de l'assassiner. Malheureusement, au début, ils n'ont rien trouvé. Et je précise que c'est au début. Car après, t'inquiète pas qu'ils vont faire des découvertes plutôt bizarre. Pendant une bonne semaine, il n'a plus reçu aucun message de la sorte. Il pensait que c'était juste une mauvaise blague et que c'était fini. Mais Sofiane se trompait. Un soir, en revenant tranquillement du lycée, alors qu'il était à la boîte aux lettres pour récupérer un courrier, une femme se tenait devant l'entrée de l'immeuble. Elle le fixait. Imagine que t'es là tranquillement, tu rentres chez toi, tu prends un truc dans la boîte aux lettres et là tu vois quelqu'un devant ton immeuble qui est comme ça. Bonjour, ça va ou quoi? C'est plutôt glauque, on est bien d'accord. Sofiane ressentit alors comme un frisson, comme si son instinct lui disait de ne pas ouvrir. La femme va alors lui demander gentiment d'ouvrir la porte de l'immeuble, en prétendant qu'elle habitait ici et qu'elle avait perdu ses clés. Sofiane était figé. Au début, il ne disait rien. Elle continuait de le fixer jusqu'à ce qu'une voiture se gare devant l'entrée. C'est là qu'elle finira par s'en aller. Mais qui était cette femme? Qu'est-ce qu'elle voulait? La voiture qui s'est garée, c'était son père, qui venait d'arriver. Il questionna Sofiane alors qu'il était encore paralysé par la peur. Après avoir discuté, son père va rappeler la police, et à leur arrivée, Sofiane décrit la femme, qui avait de longs cheveux bruns, elle était grande et mince, avec un teint très pâle. Bien sûr, c'est à partir de là que les policiers vont prendre cette enquête très au sérieux. Ils vont donc proposer à Sofiane et son père d'aller emménager dans un autre appartement le temps que la situation se calme. Mais il y avait un truc trop bien dans toute cette enquête, c'est que la meuf étrange qui s'est présentée devant l'immeuble a été filmée par des caméras de surveillance. Et les policiers ont retrouvé ces caméras de surveillance. Une semaine plus tard, après avoir scruté toutes les vidéos de surveillance du quartier, les policiers ont finalement pu retrouver cette femme. Et cette meuf, complètement psychopathe, était bel et bien la personne derrière les comptes étranges. Sofiane n'a pas pu en apprendre davantage, mais aujourd'hui il est en vie avec son père et vit tranquillement. Dans le doute, Sofiane utilise toujours un VPN pour se connecter à internet et pour éviter que ses informations fuitent. Avouez, c'est clairement badant. Et imaginez une seule seconde, qu'est-ce qui se serait passé si le père de Sofiane n'était pas arrivé à ce moment-là? Qu'est-ce que la femme aurait fait avec le jeune garçon, hein? Vraiment bizarre. Bref, passons à la prochaine affaire. Une conversation par SMS vraiment choquante. Pour ce nouveau thread, vous allez voir que c'est très particulier.
Car en effet, toute l'histoire se base sur un échange d'SMS. En gros, vous allez suivre l'histoire à la première personne en voyant les SMS défiler. Regardez ça. Cette conversation a été retrouvée dans le téléphone portable de Vincent, mais celui de sa petite amie, Fanny, n'a jamais été retrouvé. Regardez ce que la police a retrouvé dans l'historique des conversations de Vincent. Je vous préviens, âme sensible, s'abstenir. Vincent a d'abord envoyé à sa petite amie « Je me fais chier ce soir ». Sa petite amie répond « Moi aussi, tu viens chez moi ?»« Non merci, ta mère me supporte pas. Mes parents sont pas là, viens. » J'ai capté. Voilà la suite de la conversation. Mes parents voudront jamais. Mais on ne dira rien, ils ne le sauront jamais. Arrête Fanny, j'ai vraiment pas envie de bouger de chez moi là. En plus, j'ai ma rédac à finir. T'es sûr que tu veux rester chez toi ? Je suis toute seule, tu sais. Et... bah... on pourrait... enfin, tu sais quoi ? T'as compris ? J'ai compris. Tout le monde a compris. Vincent répond donc. Attends, ça veut dire que tu veux vraiment le faire avec moi ? Oui, j'en ai tellement envie. Ok, t'as tout ce qu'il faut ou il faut que j'emmène ? Fanny répond alors. Emmène les tiennes, je t'attends. Sauf que... rien ne va se passer comme prévu. Vincent a vite préparé ses affaires et, selon ses parents, est sorti par la fenêtre de sa chambre aux alentours de 9h10. Mais, quand il est arrivé chez sa copine, elle n'était pas là. Comment ça ? Qui a envoyé les messages depuis le smartphone de sa petite amie alors ? Environ 20 minutes plus tard, Vincent a essayé d'appeler sa petite amie pour comprendre qu'est-ce qui se passait. C'est là qu'il remarque que le téléphone de sa petite amie va se mettre à sonner sur la table. Sa petite amie est donc partie tout en laissant son téléphone sur la table. C'est étrange. Les heures vont alors s'écouler où il va attendre chez elle en attendant qu'elle revienne. Mais Fanny ne reviendra pas ce soir-là. Alors il va rentrer chez lui et le lendemain, il va s'apercevoir qu'elle n'est pas en cours. Il va donc tout de suite se diriger vers la police et tout dévoiler aux flics. Il va leur dire « Bon, j'ai reçu des messages apparemment de ma petite copine, sauf que quand je me suis rendu chez elle, elle n'était pas là. » Et la police va dire que Fanny est portée disparue depuis déjà 2 jours. Ce qui veut dire que les messages qu'il a reçus la veille ne provenaient pas de Fanny. À aucun moment. Ça veut dire que quand il s'est rendu chez Fanny, c'était pas Fanny qui envoyait les messages. Non, c'était quelqu'un d'autre. Heureusement, cette affaire s'est passée il y a 3 ans et elle s'est bien terminée. Fanny a été finalement relâchée par le ravisseur qui s'est avéré être un mec un peu bizarre qui a été tout de suite emprisonné. On n'a pas spécialement plus d'informations sur le kidnappeur, si ce n'est que c'était un mec qui s'était évadé de prison. Aujourd'hui, Fanny et Vincent sont toujours ensemble, mais sont toujours choqués de ce qui s'est passé ce soir-là. Rapide comme affaire, mais plutôt efficace. Passons à la prochaine. Elle n'aurait jamais dû regarder ces photos. La jeune fille présente dans ce thread a 13 ans. Elle s'appelle Sarah et elle vit dans une grande maison à la campagne avec ses parents, ses 2 frères et sa sœur. Mais pour comprendre la suite, il faut que je vous explique un petit peu le contexte de cette affaire qui est beaucoup trop intéressante. Son père a racheté cette maison à une dame un peu plus jeune qu'eux. Ils ont donc emménagé là-bas quelques mois avant les 13 ans de Sarah. Cela faisait très peu de temps qu'ils vivaient ici. Mais bizarrement, des choses étranges ont commencé à se produire. Au début, c'était des choses très basiques, comme des volets qui tapaient très fort alors qu'il y avait personne. Les portes du placard se sont mises à se fermer toutes seules, et même des portes des chambres. Mais jusqu'ici, je pense que tu comprends, toi comme moi, personne n'y croyait. Tout le monde pensait que c'était des conneries, une mise en scène ou peu importe. Mais il s'est avéré qu'il y avait une explication rationnelle à tout ça. Bouge pas, je vais t'expliquer. Sarah, la jeune fille de 13 ans, n'avait pas peur. Au contraire, elle trouvait cela amusant. Mais une nuit, alors qu'elle allait aux toilettes, elle aperçut au bout du couloir de l'étage 2 silhouettes. C'était, au bout du couloir, 2 hommes. Les 2 étaient grands, l'un était mince et l'autre plus rond. On est d'accord ? C'est pas normal, hein ? À aucun moment quand tu te lèves tranquillement pour aller aux toilettes, tu es censé voir 2 personnes en face de ton couloir, comme ça. Bonjour. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qui sont ces gens ? Sarah prit peur et courut dans la chambre de ses parents. Alors bien sûr, ses parents vont se lever et aller vérifier dans le couloir s'il y avait bel et bien quelqu'un ou non. Mais il n'y avait plus rien. Ils l'ont rassurée et ils lui ont dit d'aller se coucher. Le lendemain, Sarah va raconter tout ça à sa grande sœur. Et sa grande sœur va l'engueuler parce qu'elle pense que Sarah a tout inventé pour la faire peur. Et je la comprends en soi. C'est pas vraiment crédible, hein, tout ça. Ça pourrait être complètement faux. Sauf que malheureusement, ce n'est pas le cas. Tout s'est avéré être réel. Bordel.
À ce moment-là, personne ne la croyait. Alors, la jeune Sarah se mit à faire des recherches. Elle va d'abord se demander, est-ce que c'est des mecs qui peut-être auraient disparu il y a quelques années et seraient réapparus, ou des choses dans ce domaine-là? Alors elle va taper 2 hommes morts avec le nom de sa ville. Ouais, c'est une recherche Google plutôt glauque, on est bien d'accord. En plein dans son enquête, elle va alors tomber sur un article de journal. 2 frères ont été retrouvés morts dans une grande maison suite à l'échec d'une opération. Le chirurgien chargé de cette opération a mystérieusement disparu, lui aussi. En voyant les photos de l'article, elle était bouche bée. Sur les photos de l'article, il y avait, en arrière-plan, sa maison. Sur les photos, il y avait un portrait de ces derniers. C'était bien les silhouettes qu'elle avait vues cette nuit-là. Lorsque ses parents sont rentrés au boulot, vers midi, elle décide de leur montrer sa trouvaille. Et ils n'en reviennent pas. Ils étaient pas du tout au courant de cette histoire. Alors, ils vont tout de suite appeler l'ancienne propriétaire pour essayer d'avoir plus de réponses sur cette affaire vraiment étrange. Avant d'évoquer le drame, ils l'invitent à passer prendre le thé chez eux, l'après-midi même. L'ancienne propriétaire arrive chez eux, ils s'installent et commencent à discuter. Sarah, la jeune fille de 13 ans, était cachée dans l'escalier pour essayer de tout entendre. Plus tard dans la conversation, avec l'ancienne propriétaire, son père va donc venir au fait. Il va montrer l'article à la femme, et son visage va devenir blanc. Elle se mit à pleurer. Et après s'être calmée, la femme va expliquer la situation. Rappelez-vous, un chirurgien qui avait mené l'opération sur ces 2 hommes avait disparu. Eh bien, ce chirurgien-là était en fait la mère de la propriétaire. Il habitait ici il y a quelques années et avait même son cabinet médical sur place. Il devait opérer au même moment 2 frères, mais celle-ci fut un échec, et les 2 personnes sont apparemment mortes. Son père a tout de suite pris peur et s'est enfui. Les autorités ont fini par arriver sur place, à la maison, et ont découvert donc 2 cadavres. Et aujourd'hui, le chirurgien qui a mené cette opération est toujours porté disparu, depuis 2 ans. Et après avoir fait ces découvertes, les phénomènes étranges se sont tout de suite arrêtés. D'ailleurs, ça n'a jamais été des phénomènes étranges. Tout a été expliqué de manière rationnelle. D'abord, rappelez-vous les 2 silhouettes qu'elle a vues dans son couloir. En réalité, c'était tout simplement des ombres d'arbres. Oui, en face de ce couloir, il y avait en réalité une fenêtre et 2 arbres qui donnaient sur une ombre présente dans le couloir. Et lorsqu'on regardait cette ombre le soir, on avait vraiment l'impression qu'il s'agissait de 2 personnes, alors que pas du tout. Mais tu connais, quand t'as 13 ans, tu flippes un peu pour n'importe quoi, et pour le coup, c'était complètement faux. Il y avait donc pas d'esprit, rien d'étrange, juste en effet une histoire de meurtre qui s'était passée 5 ans plus tôt dans la maison. Tout a basculé lorsqu'un individu étrange lui a rendu visite. Ce thread réel concerne l'histoire de Mathieu. Dans son thread, il explique que c'est un étudiant de 19 ans. Et durant les vacances, il est livreur de pizza. Ouais, c'est plutôt basique comme métier. Il explique qu'il économise pour pouvoir payer ses études. Un jour, il reçoit une commande de 4 pizzas à livrer dans une maison un peu éloignée de la ville. Cette maison se situait dans un quartier assez calme, et il n'y avait personne. Arrivé sur place, c'est un homme qui récupère sa commande et le paye. Tout va pour le mieux, Mathieu donne la pizza à l'homme, et l'homme ferme la porte et repart après avoir payé. Une commande qui se passe à merveille, comme toutes les autres. Sauf que cette commande va marquer le début d'une affaire vraiment glauque. Prépare-toi et j'espère que tu as encore des petits popcorn pour savourer la suite. Les jours suivants, tout se déroule comme d'habitude. Puis, vient un jour où il remarque qu'il a une seconde commande exactement à la même adresse où il avait déjà livré ce bonhomme. Donc il se dit, ok, non, le mec a apprécié ma livraison, je vais lui refaire une livraison, c'est nickel. Dans son thread, il va appeler cette maison la maison du quartier calme. Parce que c'était dans un quartier qui était vraiment calme. Ouais, l'explication est pas ouf. À ce moment-là, il n'y prête pas trop attention. Il reçoit beaucoup de commandes et ce n'est pas la première fois qu'une famille commande souvent la même chose. Alors, lors de sa pause déjeuner avec ses collègues, il en vient à parler de cette maison. Mais Mathieu explique que ses amis ont eu une réaction un peu étrange. Ils se sont mis à se fixer silencieusement, puis à regarder à nouveau Mathieu, comme si quelque chose n'allait pas avec la maison là où il doit livrer la commande. Pourquoi est-ce que ses collègues le fixaient comme ça? Qu'est-ce qui n'allait pas avec cet endroit? Eh bien, c'est très simple. Personne est censé habiter dans cette maison. La maison en question, où Mathieu allait livrer, est abandonnée. Donc, qui habite dedans? Est-ce que c'est quelqu'un avec une fausse identité? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Vous allez le découvrir. Ouais, je fais un petit peu durer le suspense, ouais, tu connais. La maison était censée être inhabitée depuis maintenant 5 ans, suite à un suicide. Mathieu appuie sur le fait qu'il livre maintenant depuis plusieurs jours là-bas et qu'il y avait bien un homme qui lui répondait. L'un de ses collègues, Francis, va alors se moquer de lui en lui disant qu'il voyait des fantômes. Mais Mathieu va lui répondre qu'il n'avait qu'à se rendre sur place pour vérifier, Et d'ailleurs, c'est ce que Francis, son collègue, va faire. Il va aller vérifier sur place s'il y a vraiment quelqu'un qui habite dans cette maison abandonnée. Accompagné de notre collègue, Camille, il se rend à cette maison un jour de congé. Quand il frappe à la porte,
Personne ne répond. Il y avait un silence lourd, pas un signe de vie. Le lendemain, Francis et Camille vont alors dire à Mathieu qu'il n'y avait personne dans cette maison et que Mathieu a livré un truc à quelqu'un qui n'habitait pas là-bas finalement. Mathieu pense alors que l'homme était tout simplement parti. Mais les trois collègues vont quand même décider de faire quelque chose qui est très intelligent. Intelligent. Ils vont en parler à leur patron. Et le patron va quand même prévenir la police qu'il y a un petit problème avec cette maison abandonnée. À la fin de la journée, un policier revient les voir. Ils avaient bien fait de les appeler, car personne était censé vivre à l'intérieur. Là-bas, ils ont retrouvé un tas de cartons de pizza vides, à côté d'un sac de couchage. L'homme, qui avait rencontré Mathieu, était en fait un sans-abri qui voulait vivre sous un toit, et qui cherchait simplement à se nourrir. Il a tout de même été arrêté par la police, puisqu'il s'était installé dans une maison qui ne lui appartenait pas. Et d'ailleurs, cette affaire se termine beaucoup trop bien, car une fois, il va recroiser ce sans-abri dans un parc, et le sans-abri va le remercier en mode merci beaucoup de m'avoir nourri durant tout ce temps, c'est super gentil, etc. Donc en fait, tout va bien. C'est une affaire pour la première fois qui se termine plutôt bien en soi, on est d'accord. Rien de grave, c'était juste un sans-abri qui habitait dans une maison qui ne lui appartenait pas. Et oui, c'est vraiment chill comparé à la prochaine affaire qu'on va voir. Si seulement elle avait couru plus vite ce soir-là. Voici la jeune fille Ashley. Ashley est d'origine française, mais elle est actuellement aux États-Unis pour faire ses études. Et ce thread s'est passé il y a moins de 2 ans. La jeune fille Ashley est quelqu'un de très sérieuse par rapport à ses études, mais aussi d'assez fêtarde. Donc en gros, la journée elle travaille et le soir elle fait la fête, ce qui est une vie d'étudiante plutôt basique, on est bien d'accord. Ça lui arrive donc de traîner dans des bars de temps en temps avec ses potes de l'université. Elle vit seule en appartement, non loin de son université, là où elle étudie. Du coup, information très importante, elle rentre généralement à pied le soir. Ça va être important pour la suite, retiens bien ça. En mars, grande période d'examen, elle a commencé à rentrer seule chez elle parce que ses potes restaient à la bibliothèque pour réviser. Ashley, elle, préfère réviser chez elle. Et ça lui évite en plus de marcher dans les rues trop tard la nuit. Et les premiers jours de révision, tout allait bien. Elle rentrait seule, tranquillement. Ce soir-là, elle avait une grande soirée de révision. Alors elle est rapidement rentrée des cours et elle a remarqué un truc un peu bizarre. Quelqu'un derrière elle faisait et prenait le même chemin qu'elle, depuis l'université. Elle se dit alors, tiens c'est bizarre, déjà j'ai jamais vu ce mec là à l'université, et en plus il va prendre le même chemin que moi. Est-ce qu'il me suit? Hein? Est-ce qu'il est en crush sur moi? C'est quoi ce bordel? La première fois que ce mec l'a suivi, ça allait. Elle a pu le semer en prenant d'autres petites rues et en marchant vite, là où il y avait du monde. Mais le jour suivant, ce mec était encore là, toujours à la sortie de l'école, et prenait le même chemin qu'elle. Sachant que c'est arrivé 2 ou 3 fois, elle va se dire bon, c'est peut-être un mec qui a déménagé près de chez moi, pourquoi pas. Mais Ashley est une meuf vraiment intelligente, donc à chaque fois, elle faisait attention à ce que le mec ne la suive pas jusqu'à son immeuble, pour être sûr que le mec ne sache pas quel est son bâtiment. En effet, elle voulait absolument pas que le mec puisse avoir son adresse, et c'est complètement compréhensible. Petit fun fact, d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé avec des abonnés, voilà. C'est pas très cool, je vous le dis, voilà, si vous êtes abonné à moi, ne venez pas devant chez moi, c'est pas fun, voilà, s'il vous plaît. Mais bon, on va dire que c'est les effets secondaires quand tu as 2 millions d'abonnés. D'ailleurs, félicitations à tous qui ont découvert cette nouvelle chaîne secondaire à déjà 300 000 abonnés. Vous êtes des malades en fait, ça fait à peine 2 mois qu'on a commencé les gars, genre. Le Cookie Gang est beaucoup trop chaud. Mais au bout d'un moment, à force que ça faisait 3-4 fois que ce mec la suivait, elle en avait marre. Un soir, elle décide d'entrer dans un bar où elle avait l'habitude d'aller avec ses potes. Les serveurs sont contents de la revoir. Ils savent qu'elle est en période d'examen, c'est pour ça qu'elle ne passe plus. Ashley aurait bien voulu s'installer pour un coup, mais du coin de l'œil, elle aperçut le type qui la suivait depuis tout ce temps dans l'entrée du bar. Elle va alors, encore une fois, faire un truc très intelligent. La meuf a 400 de QI, c'est bon? Elle va expliquer toute la situation au barman. L'un d'eux s'approche alors du mec en question qui faisait semblant de s'installer au bar. Il lui demande d'abord calmement de ne plus suivre Ashley et de sortir de ce bar. En face, c'est un mec un peu crade. Il a pas vraiment de coiffure, c'est complètement dégueulasse, c'est un petit peu comme mes cheveux, tu vois, il est un petit peu en mode One Life. Ses vêtements ne paraissent pas lavés depuis quelques jours, bref, c'est un profil plutôt étrange. Au début, ce mec-là fait l'innocent. Le serveur insiste en levant le temps, et le type craque. Il court vers la porte pour s'enfuir, mais le barman, qui était beaucoup plus imposant, l'arrête. D'autres collègues vont alors le rejoindre pour maîtriser l'homme qui a tenté de fuir. Ce même homme qui suivait jour après jour la jeune fille. Ashley explique que le mec alors qui a tenté de fuir se retourne pour mettre une grande droite. Les gens esquivent, puis il part en courant. Ce jour-là, le mec arrive à fuir. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas terminé. Car Ashley et le barman vont donc aller porter plainte. Tout a été filmé. Et donc, ils ont toutes les preuves qu'il faut. Depuis, elle n'a pas eu de nouvelles de ce type, mais elle a déménagé, pour être sûre que le type ne la retrouve pas. Et depuis ce jour, elle ne rentre plus jamais seule chez elle. Ses copines l'accompagnent toujours jusqu'à devant son immeuble.
Sachez, en tout cas si ça peut vous rassurer, qu'aujourd'hui, 2 ans plus tard, Ashley va très bien. Et cette situation ne s'est jamais reproduite. En revanche, on ne sait pas vraiment ce que les flics ont retrouvé sur la personne, hein. Peut-être qu'ils l'ont enfermé, peut-être qu'ils l'ont jamais retrouvé, ou qu'ils lui ont juste donné un avertissement. Bref, j'espère que tu as fini tes petits popcorn, que tu as passé une belle soirée en ma compagnie, et je te souhaite bonne chance pour dormir ce soir. Ce fut un plaisir, c'était Noah. Allez, salut. J'adore ces épisodes.